Hello et bienvenue dans l'Escalier, le podcast qui te fait gravir les marches du quartier jusqu'au succès. Moi, c'est Lamia. Une semaine sur deux, je t'emmène à la rencontre de héros pas comme les autres. Ils sont cadres supérieurs, libéraux, artistes et j'en passe. Et ils ont tous 3 points en commun. Ils sont descendants d'immigrés, issus de milieux populaires et débordent d'ambition. On entend souvent que l'ascenseur social est en panne. Pourtant, ils sont la preuve que la réussite est accessible. Bon, on va pas se mentir, il y a eu des galères en chemin. Mais ils sont toujours restés déter. Pour te guider dans ton orientation professionnelle, ils nous expliquent comment ils ont fait pour arriver là où on ne les attendait pas. J'espère que leur histoire t'aidera à écrire la tienne et devenir toi aussi le héros de ton quartier. Enfile tes meilleurs sneakers et prépare-toi à monter. C'est parti! Aujourd'hui, on monte les marches avec Naja Ben Saïd, qui est actrice. Toute petite déjà, elle rêvait d'être sur scène. Au collège, elle est repérée pour participer à un casting et décroche son premier rôle au cinéma, avec À 14 ans, réalisé par Hélène Zimmer. En 2017, on la retrouve dans La Colle d'Alexandre Castagnetti. D'ailleurs, le film est maintenant dispo sur Netflix si tu veux aller checker. En 2022, elle est en tête d'affiche de son 3e long métrage, Compagnon, réalisé par François Favra. Naja enchante littéralement l'écran avec son interprétation, aux côtés d'Agnès Jaoui et de Pio Marmaille. Dans ce film, elle incarne Naëlle, une jeune femme issue d'un quartier populaire, tiraillée entre son aspiration à exprimer son art et sa crainte de rejoindre un monde qu'elle ne pense pas fait pour elle. C'est un très beau film sur des valeurs qu'on adore dans l'escalier, comme la transmission et la solidarité. Je te le recommande. Naja est d'une sincérité hyper touchante. Elle nous parle de ses racines marocaines, de la représentation des minorités au cinéma, à commencer par les femmes, de l'importance de continuer la mission familiale durant son passage sur Terre, et d'oser. Je te laisse découvrir son histoire. Raconte-nous d'où tu viens, Naja. Alors, moi, je viens de Paris. Je suis née à Paris et j'ai grandi à Paris, dans le 10e surtout, entre Gare du Nord et Gare de l'Est. J'ai vécu quelques années à Saint-Ouen aussi, et puis je suis revenue après dans le 10e, à Paris. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes origines et d'où vient ta famille ? Alors, moi, ma mère et mon père, ils sont tous les deux nés au Maroc, et ils ont immigré du coup en France, à Paris. Ma mère est venue à l'âge de 12 ans, et mon père un peu plus tard. Mes grands-parents aussi ont émigré en France. Ma grand-mère est d'abord venue, et ensuite elle a le fameux regroupement familial. Du coup, elle a fait venir sa fille de Rabat pour Paris. Je suis la 3e génération. La première à être née du coup sur le territoire français et avoir la nationalité à ma naissance, parce que ma mère, elle a vécu une période de sa vie dans les foyers sociaux, et donc en fait ce qui te permet d'avoir accès en tout cas à l'époque assez rapidement à la nationalité française. Donc en cela, j'avais pas besoin d'attendre mes 18 ans pour être certifiée française. Décris-nous un peu le type d'environnement dans lequel tu as grandi quand tu étais enfant. Alors, tel que je le perçois, j'ai grandi beaucoup avec mes petites sœurs, parce que du coup, ma mère, elle travaillait dans la restauration assez souvent, et mon père, il vivait pas avec nous. Du coup, on était entre guillemets, livrés un peu à nous-mêmes, dans la mesure où on préparait nos repas, on a été assez autonome, je pense plus rapidement que la moyenne, ou du moins que le schéma assez classique où les parents sont relativement présents. Du coup voilà, ma mère, ça fait qu'elle était pas très présente, même si on la voyait tous les jours, mais voilà, faut imaginer que elle sort, enfin quand elle se réveillait, nous on était déjà à l'école, donc peut-être le temps de nous préparer, donc on avait souvent des nounous. Et puis elle travaillait tard le soir. Du coup ouais, moi je me rappelle surtout du coup d'une relation assez fusionnelle avec mes sœurs, où on est tout le temps toutes les 3 quoi. Et puis après les choses elles évoluent dans la vie, donc il y a eu des périodes différentes. Il y a eu une période où on a vécu chez ma grand-mère, donc ici parce qu'on s'était fait expulser de où on habitait. Après on est allé à Saint-Ouen, et on est revenu après à l'école ici. Ma mère a fait en sorte qu'on puisse être inscrite à l'école à Paris, parce que
à se figurer que le niveau scolaire était meilleur. Mais d'ailleurs, c'est pas totalement faux. Enfin, voilà. En tout cas, elle se disait qu'on aurait on aurait plus de chances de réussir à Paris qu'en banlieue proche. Mais la probabilité était mal calculée parce qu'en tout cas, scolairement, on n'a pas fait l'enfeu, hein. Aucune de nous n'a excellé dans des études scolaires. Mais en tout cas, voilà, pour l'environnement, moi, je me souviens surtout d'une grande difficulté pour ma mère, parce que nous, quand on est enfant, on se rend pas forcément compte. Carrément, moi, je me rappelle d'avoir été assez frappée en seconde, en ouvrant un bouquin. On était en sciences comment on appelle ça? Les sciences sociales. Donc, c'était la première fois que je faisais de ce qu'on appelle les sciences sociales. En tout cas, c'était un peu de l'initiation. Et du coup, c'était très bizarre de voir que c'était comme, de voir, genre, sous forme de statistiques, notre condition, et du coup, de comprendre aussi, tu vois, parce que du coup, quand tu grandis, bien sûr que tu vois les différences qui peuvent exister, qu'elles soient financières ou voilà, du milieu social, vu que nous, on était dans un quartier quand même qui est assez mixte. Donc il est populaire, mais il est très mixte. Du coup, c'est intéressant parce qu'on rencontre et on grandit avec des gens quand même hyper différents. Mais on la sent, cette différence, puisqu'elle existe, mais on la comprend pas trop. Voilà, on comprend pas dans quelle mesure est-ce qu'elle perdure, est-ce qu'elle se transmet, et un peu le pourquoi du comment. Et je me rappelle parce que du coup, tu me parlais de ta nécessité de créer ce média, d'où elle est venue, et ça m'a tout de suite rappelé en fait ce jour-là où j'ai ouvert ce bouquin et j'étais tombée sur du coup un tableau qui montrait qui en gros qui démontrait une forme de déterminisme social, et que du coup les enfants de cadres avaient plus de chances de poursuivre des longues études, et que les enfants d'ouvriers avaient plus de chances de faire perdurer en fait ce rang social, quoi. C'est marrant que tu évoques ça, parce que j'avoue que quand je sais pas si c'était le livre, ou en tout cas c'était plus en prenant des notes de la prof, t'as ce moment où tu t'arrêtes et tu te dis ah, mais c'est ma vie en fait. Grave. Tu te situes dans ce tableau. C'est pas un cours, madame. Ouais, c'est assez troublant, ouais, effectivement. Comment est-ce que tu te décrirais quand t'étais enfant? Enfant? Je me décris comme quelqu'un qui a une grosse énergie, déjà enfant, beaucoup d'énergie. Puis c'était du coup hyper amusant parce qu'on était du coup toutes les trois, et puis même avec mon cousin ou ma grand-mère, elle élevait une sœur de cœur, du coup hyper j'étais toujours celle qui avait les idées de jeux, de chasse au trésor, qui organisait les quiz, qui avait vraiment un esprit de leader quand j'étais petite, mais du coup un peu tyran aussi. Donc ça, c'est la partie la moins honorable. J'aimais beaucoup jouer à la maîtresse aussi avec mes petites sœurs, mais j'étais la maîtresse horrible. mais j'ai quand même le mérite d'avoir appris à lire à ma petite sœur Manal. Elle l'a même confirmé, donc c'est pas un mytho. Je vous jure que je l'ai appris à lire. C'était quoi ton rapport à l'école, et quel rôle avait ta famille dans ton parcours scolaire? Mon rapport à l'école, j'aimais bien l'école, je crois. J'aimais bien l'école, encore plus le centre de loisirs. Franchement, moi, l'école, c'était un peu un échappatoire, hein. Franchement, parce que ma mère, comme je vous disais, elle a beaucoup galéré. Elle a dû assumer 3 gosses toute seule, et donc forcément c'est pas facile du tout. Mais du coup, elle avait quand même une figure assez froide pour nous. Et nous, tel je le perçois plus comme ça, mais comme je le percevais quand j'étais plus petite, c'était pour moi, elle était méchante, quoi. C'était vraiment la maman méchante. Et du coup, quand j'allais à l'école, c'était un peu l'occasion du coup juste de m'amuser sans que personne vienne me reprendre. Et du coup, c'était moi comme avec mes amis et tout, c'était moi la chef, quoi. Et je reproduisais facilement ce schéma-là. Mais non, sinon l'école, c'est l'endroit où j'ai appris quand même plein de choses, où j'ai pu quand même m'émanciper
enfin tu vois, d'un point de vue personnel et me construire quoi. Donc en règle générale, j'ai un bon souvenir. J'étais quand même l'élève qui participe beaucoup, qui veut toujours se la ramener, qui a toujours un truc à dire. Du coup voilà, c'était cool. Une fois que tu passes au lycée et qu'il faut vraiment, enfin je pense qu'il faut vraiment se concentrer et être rigoureux. Moi, la rigueur, ça m'a perdu à partir du lycée, donc j'ai vraiment décroché. Donc c'est pour ça que je considère que scolairement, j'ai pas fait l'enfeu, mais je pense que même d'après mes professeurs, j'étais quand même un bon élément. Enfin, je faisais partie voilà des élèves qui participaient en classe et qui font que du coup que le cours il vit. C'était quoi le premier métier que tu as envie de faire? Franchement, actrice chanteuse. Ouais. Pas C'était mal. le premier métier. Après, il y en a eu d'autres, mais c'était le premier métier. Après, oui, j'ai eu des idées d'être médecin, mais tu sais, c'était plus pour guérir, par exemple, ma grand-mère qui me semblait malade, enfin qui me semblait pas, elle était vraiment malade, ou maîtresse aussi. Mais non, en tout cas, actrice et en tout cas artiste, c'est quelque chose qui m'a attirée depuis très longtemps. La mise en scène, ouais. C'est génial. Ouais, grave. Ça s'est réalisé. Ça se réalise, ouais. À partir de ce moment-là, est-ce que tu as commencé à mettre des choses en place pour devenir actrice ou genre t'as continué ta petite vie et un jour t'as eu une opportunité, c'est comme ça que ça s'est réalisé? C'est plutôt la deuxième le deuxième procédé parce que même si j'avais envie de, par exemple à l'école ou au centre de loisirs, là où il y avait des endroits entre guillemets pour voilà pour créer, pour faire des mises en scène théâtrales ou de la danse, enfin voilà, j'étais la première à m'inscrire et vraiment à y mettre toute mon énergie. Mais pour l'instant, c'était absolument rien de professionnel. C'était juste voilà, stimuler cette créativité, donc c'était trop bien d'avoir l'occasion de le faire à l'école. Mais c'était jamais en dehors des heures de l'école ou en dehors des heures du centre de loisirs. Et encore une fois, c'était quand l'occasion se présentait. Après, ça va, à se présenter à l'année, il y avait toujours un spectacle de danse ou voilà. Ça, c'était cool. Et puis, au fur et à mesure du temps, donc les années collège, j'ai encore ce dernier souvenir de tu sais, je me présentais avec une camarade de classe, on était assises juste l'une à côté de l'autre en cours d'anglais, et on se demandait ce qu'on voulait faire dans notre vie, et on voulait toutes les deux être actrices. Et en fait, c'est le dernier moment où j'ai encore ce souvenir de vouloir faire ce métier. Et après, je sais que par exemple en troisième, j'ai fait mon stage dans une chaîne d'information. Et je me rappelle que je voulais vraiment être journaliste à ce moment-là. Donc entre-temps, je crois que j'ai dû me dire que c'était pas possible et que c'était un métier auquel je pouvais pas accéder, un peu comme astronaute où tu vois, c'est juste pas possible quoi. Enfin, tu te dis bon bah je sais pas comment ça se fait, mais ça se fait pas pour moi en tout cas. Et voilà, et comme tu l'as mentionné, un jour j'ai reçu une lettre. C'est un directeur de casting qui s'appelle Antoine Carrard qui était allé dans des différents collèges et qui avait demandé à avoir des catalogues pour voir pas mal de jeunes et pouvoir leur envoyer des lettres. Et du coup, j'ai reçu une lettre. Ça, moi, je l'ai appris il y a pas très longtemps, mais j'ai reçu une lettre où on me disait, enfin voilà, en gros, pour me rendre à un casting. Et à ce moment-là, je savais pas du tout pour quel film c'était, ou j'avais aucune information. Moi, j'ai juste reçu une lettre pour aller à un casting et c'est tout ce qu'il me fallait. Donc j'ai juste foncé et en plus c'était de l'improvisation, donc c'était assez ludique quoi, c'était assez simple quoi pour moi, il me fallait juste cette occasion là quoi. Et du coup voilà, ça s'est bien passé et puis ainsi de suite. Du coup, j'ai eu un rôle dans ce film-là, ce qui m'a permis d'avoir ensuite un agent et puis de passer pas mal de castings et beaucoup de casting même jusqu'à ce qu'on me choisisse pour d'autres projets.
assez ponctuellement, parce que c'est quand même un métier où il faut s'accrocher, il faut persévérer, et si on a vraiment envie de le faire, il faut pas lâcher, mais il faut avoir à la fois la patience et en même temps, je pense que et l'ingéniosité aussi de se dire, bon, qu'est-ce que je peux faire tant qu'on m'a pas encore, entre guillemets, mis un coup de projecteur. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière de progresser et même de créer des espaces ou des créations, quoi, dans lesquelles on peut à la fois s'épanouir et voilà, rencontrer des gens et continuer à faire ce qu'on a envie de faire, quoi. Pas attendre, même je pense que malheureusement je l'ai trop fait, moi, de juste attendre le bon casting, et du coup de me tourner un peu les pouces et d'être un peu frustrée, et plutôt que de peut-être intégrer des associations, ou voilà, des endroits où on peut continuer à s'exercer, quoi. Tu penses à quel type de structure, par exemple? Par exemple, Mille Visages, c'est une association qui a été créée par Ouda Benyamina. C'est une réalisatrice qui a réalisé le film Divine, un film que j'aime beaucoup. Elle a créé du coup cette association dans laquelle justement, je crois que le but est clairement de démocratiser les métiers du cinéma et de permettre du coup à des personnes qui ne pensaient pas pouvoir accéder, et de fait qui accèdent peut-être plus difficilement à ces milieux-là, comme à beaucoup d'autres d'ailleurs, du coup pouvoir s'exercer, apprendre surtout, que ce soit dans la partie réalisation ou mise en scène, ou dans plutôt l'acting. Et puis encore une fois, c'est l'occasion de faire partie déjà d'un réseau, et je pense que en fait ces générations-là, c'est c'est celles qui existeront demain. C'est ces personnes-là qui font, je pense, que le métier continuera. Et je trouve ça génial, parce que ça c'est l'occasion justement de varier les différents regards, du coup, dans la représentation artistique, dans le cinéma, et même toutes les branches qui existent autour du cinéma, comme la production, et plein d'autres métiers, quoi, qui existent au-delà de mon métier d'actrice. Okay, mais je connaissais pas. Il y a Courtrage Mais aussi, qui est une super association, qui elle a été créée par Lajli et ses potes. Pareil, c'est un réalisateur c'est le réalisateur de Misérables. Et ils ont ce point commun tous les deux, c'est que c'est un peu la volonté de renvoyer l'ascenseur une fois qu'ils sont sortis, entre guillemets, et tu vois, une fois surtout que ils ont réussi, même s'ils continuent, et que la réussite, elle s'arrête pas là, mais c'est vraiment cette conscience-là de la difficulté que c'est de faire ce qu'ils font, enfin de pouvoir, ne serait-ce que de le pouvoir le faire, et de se rendre compte que c'est pas donné à toutes ces personnes-là qu'ils ont fréquentées, ou en tout cas c'était moins une possibilité, quoi, et de le rendre possible. Et ouais, c'est des associations qui sont hyper inspirantes. Après ce casting que tu as passé, du coup tu as obtenu le rôle, à quel moment tu te dis c'est le métier que je vais faire et je vais vraiment me consacrer au métier d'actrice? Comment ça se passe dans ta tête à ce moment-là? À ce moment-là, déjà, c'est une première expérience à laquelle je peux me confronter vraiment à la réalité du métier. Et tu vois, au-delà de juste voir un film devant ma télé ou au cinéma, de se rendre compte de tout ce que ça implique de construire un film, ne serait-ce que la période du tournage. Et de plus juste l'idéaliser, enfin même pas l'idéaliser, mais tu vois, de pas réaliser vraiment ce que c'est, en fait, et d'imaginer que c'est vraiment juste de me rendre compte, en fait, de la réalité,
par exemple, de voir qu'une scène, on la répète pas mal de fois, que il y a plein de personnes qui interviennent sur entre les scènes pour pouvoir justement mettre en scène cette scène, que ce soit le chef opérateur ou la chef opératrice, donc celui ou celle qui tient la caméra, celui ou celle qui se charge des lumières, du son, des assistants de mise en scène, du réalisateur, le nombre de personnes déjà présentes sur un plateau et du coup la concentration que ça nécessite pour pouvoir être dans la scène et pas autour de ce qui se passe autour de la scène, pas se laisser déconcentrer, ou même, tu vois, moi, très honnêtement, hein, je me souviens à 15 ans débarquer et me dire, bon, bah, ça y est, Hollywood, c'est pour moi, et je suis une star maintenant dans ma tête, et en fait, juste être un peu à côté de la plaque, tu vois, de ressentir à des moments que ne pas être vraiment dans la scène et dans le jeu, mais plutôt troublé par ce qui se passe, par tout ce monde-là, et donc j'ai appris, ne serait-ce que dans pour ce film-là à 14 ans, qui s'appelle À 14 ans, du coup à me concentrer et vraiment à essayer d'être dedans et pas dans autre chose. Et ça, je crois qu'il y a plein d'acteurs qui font l'erreur, malheureusement, qui, tu vois, après, ça se ressent plus ou moins dans le jeu, tu vois, mais enfin, je pense qu'un acteur, plus il est concentré sur sa petite personne et sur, je sais pas, peut-être les privilèges qui peuvent lui être accordés sur le tournage, moins il sera, je trouve, vrai. Et enfin, je trouve que le métier d'acteur, il nécessite une certaine humilité. Bah, déjà du fait que tu joues avec d'autres personnes, donc c'est vraiment basé sur quelque chose de pas d'abstrait, mais tu vois, sur de l'énergie, quoi. Donc sur des interactions avec d'autres acteurs, sur la créativité d'autres acteurs et sur vraiment revenir à chaque fois à, en tout cas, enfin, je l'appréhende comme ça, c'est qu'il faut vraiment essayer d'être le plus humble avec une scène pour qu'il puisse s'en ressortir quelque chose. Enfin, on espère, tu vois, une forme de vérité ou voilà quelque chose de vrai et de sincère. Et après, parfois, il y a plein de bonnes surprises qui, tu vois, qui apparaissent de ce fait de jouer avec un peu la réalité. Pendant ton premier film, t'es en 3e. Comment tu concilies ta vie d'adolescente de 3e, après ta vie d'adolescente lycéenne et tes débuts en tant qu'actrice? Alors voilà, comme je t'ai dit, j'ai cru que moi, Hollywood, c'était la prochaine étape, donc j'exagère un tout petit peu, mais franchement à peine. Hein. Et du coup, ma mère qui essaye de me faire redescendre un peu, en vrai, pour que je garde les pieds sur terre et qui imagine bien qu'il y a des possibilités pour moi, mais qu'en même temps, il faut pas que je me brûle les ailes, quoi. Vu que j'étais mineure en termes de contrat, c'était pas des heures, enfin c'était vraiment pendant les vacances scolaires, donc ça m'a pas mise en difficulté scolairement, c'était largement conciliable. Et puis j'avais un des 3 rôles principaux, mais ça va, je crois que j'étais présente sur un peu moins de 20 jours, ça va. Et puis donc ensuite je passe en seconde et puis c'est là où je commence à décrocher scolairement. Et donc du point de vue de ma mère, peut-être qu'elle se dit non mais je sais pas ce qu'elle a cru là, elle lâche l'école et donc catastrophe quoi. Forcément, surtout que pour mes parents, mes grands-parents, pour toute ma famille, l'école c'est la voie de la réussite. En tout cas, c'est la seule qui nous est accessible, quoi. Et pour le coup, a raison. Hein, d'ailleurs, c'est une manière de. Enfin, en tout cas, c'est jusqu'à preuve du contraire, c'est la seule manière de s'en sortir, quoi. Du coup, je crois que ma mère était très déçue que je décroche. Et puis, je passe des castings, mais pas tant que ça, donc j'obtiens quelques petits rôles dans des séries, droite à gauche, mais voilà, c'est à raison d'une journée de tournage par-ci, une raison de tournage par-là. On est loin de la carrière d'Hollywood. Et après, je décroche quelques années après un autre rôle, et puis voilà, et puis jusqu'à ce rôle-là, ce premier rôle dans Compagnon. Plus récemment, quoi, enfin qui vient de sortir au ciné, quoi. Est-ce que dans ton quotidien, tu as l'impression de devoir vraiment séparer
ta vie en tant que, enfin ton métier de ta vie en tant qu'étudiante? Mais moi, je crois pas que... Après, peut-être inconsciemment, mais je crois pas qu'il y avait un lien direct entre le fait de, déjà, par exemple, de décrocher scolairement et le fait de vouloir évoluer en tant qu'actrice. Même à l'heure actuelle, je sais pas pourquoi, enfin, j'ai des petites idées, mais je dirais pas que c'est ça, en tout cas, tu vois, qu'il y a un lien direct. Et puis, est-ce que je me suis consacrée à... En fait, je sais que j'avais envie de continuer, donc j'avais cette foi-là qu'un jour il y aurait des rôles intéressants, et puis surtout j'avais cette chance aussi d'être tombée sur une agent qui m'a vraiment toujours encouragée, même tu vois dans cette période justement de mon adolescence où je décrochais par exemple scolairement, où voilà, où les choses elles tremblent un peu quoi, un peu beaucoup. Et du coup, elle, pour le coup, elle a été hyper importante parce que elle m'a pas abandonnée déjà. Tu vois, les fois où je manquais de rigueur, ou par exemple j'arrivais en retard, ou je loupais des rendez-vous. Tu vois, toutes ces choses qui démontrent un peu d'un truc où peut-être je m'en foutrais, alors que c'est pas vrai. C'est juste que j'étais pas rigoureuse et enfin voilà, tu vois, je parle d'une période de trouble et pour le coup, ça se traduit par ça. Et du coup, elle a, heureusement qu'elle m'a soutenue. Bon, après, il y a des moments où elle a essayé de me secouer un peu, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que elle a vraiment cru en moi et même à des moments où je remettais tout en question et je me disais, mais en fait, je vais pas faire ça, ça sert à quoi que je fasse ça? Enfin, forcément, tu vois, à des âges où on remet quand même beaucoup de choses en question. Et j'ai même remis cette chance-là en question, cette chance-là d'avoir l'occasion de faire quelque chose qui me plaît en fait. Et donc elle a quand même été là et elle respecte vraiment mes choix et elle a essayé de me faire comprendre que c'était quand même l'occasion de faire un métier, de faire un beau métier, de rencontrer des gens intéressants, peut-être de voyager, enfin plein de choses que j'ai pu vivre du coup grâce à ce métier-là et dont je suis vraiment reconnaissante. Et bref, du coup, le fait qu'elle m'ait soutenue, c'est ce qui a fait aussi que j'ai pu continuer, je pense, parce que du coup, je les enchaînais même pas les rôles et je lui apportais pas, tu vois, de bénéfices, tu vois, à proprement parler. Mais elle a cru en moi. Et puis ensuite. Ensuite, moi, j'étais pas, déjà, j'avais pas les moyens de payer une école qui coûte quand même assez cher. J'étais plus dans une optique où j'avais besoin qu'on investisse sur moi plutôt que j'investisse sur tu vois, sur quoi que ce soit. Et puis, peut-être que je dois avouer que j'avais pas de rigueur de me dire, bon, je vais peut-être chercher une école qui a moindre coût. Et puis, je connaissais pas du tout Mille Visages ou Courtrajmé ou des structures similaires. Du coup, j'ai rapidement, j'ai commencé à travailler à 16 ans, un peu par-ci par-là, des CDD. Donc voilà, j'étais plus dans une optique en tout cas je me suis plus dirigée plutôt vers il va falloir que je travaille et que j'acquière une indépendance comme tout le monde, quoi. En tout cas pour quiconque qui souhaite être indépendant. Forcément, c'est un monde qui m'est complètement étranger, que je découvre un petit peu à travers notre conversation. Ça me fait sourire quand tu parles d'Hollywood, ça y est, je suis une star et tout, parce que c'est un peu, tu vois, c'est un peu ce qu'on imagine derrière son écran. Ce que je trouve hyper intéressant aussi, c'est que, tu vois, je réalise pas forcément à quel point c'est important ou pas d'être d'avoir déjà appris le métier, d'être passé par une école de théâtre, une école de ciné. Toi, dans ton cas, t'as été repéré bien avant même de pouvoir être véritablement formé. Comment est-ce que toi tu pallies à une forme de manque de formation? Pas un manque, mais en tout cas, comment est-ce que ça se traduit pour toi le fait d'avoir un parcours différent d'acteurs traditionnels, on va dire?
Moi, c'est mon histoire, donc j'embrasse mon histoire, tu vois, telle qu'elle est. Enfin, comme je le perçois, c'est pour moi, il y a rien qui est arrivé par hasard, tu vois. Pour le coup, c'est quelque chose dont je rêvais petite et faut vraiment s'imaginer qu'un jour comme ça, j'ai trouvé ça dans une boîte aux lettres. Donc, j'ai en plus de ça été prise sur un certain nombre de jeunes. Et alors non, le monde il tourne pas autour de moi, mais enfin quand je me refais l'histoire de ma vie, c'est quand même un formidable hasard, tu vois. Donc je ressens pas en fait, si je ressens justement, tu vois, je parlais de frustration, c'est lié à ça aussi, c'est qu'à un moment donné finalement j'ai pu pratiquer, m'améliorer, progresser que à travers les castings. Et c'est vraiment pas le moment. Enfin, tu dois être déjà prêt au casting. C'est le moment où on décide de te prendre ou pas, de te choisir ou pas pour ce projet-là. Après, c'est à double tranchant dans le sens où il y a plein de rôles qui m'ont été proposés que je trouve nazes, mais vraiment, je pense que c'est aussi dû au manque de variété, tu vois, de ce qu'on peut retrouver à l'écran dans le cinéma français ou même dans la télévision française. En tout cas, ce qui se fait en termes d'audiovisuel. Et du coup, il y a des castings, j'y allais, mais franchement, je les boycottais un peu, quoi. Au final, bon, après, il y a eu des castings aussi où j'aurais vraiment aimé être prise et j'ai pas été prise, mais enfin, si on fait une équation, il y en a pas eu tant que ça. Et puis du coup, là où par exemple j'ai eu par exemple mon dernier rôle, pour le coup c'est un rôle où j'y suis allée avec tu vois, j'ai fourni un travail avant, j'étais hyper concentrée, et puis même il y a quelque chose qui m'a touchée dans le scénario, donc j'y suis allée avec une émotion. Et ça, pour un acteur, c'est la matière première, en fait, l'émotion. Donc le travail, il est déjà quasiment fait, il faut juste être prêt sur le moment et voilà, se lancer, quoi. Après, je pense que voilà, il y a pas de parcours, tu vois, de parcours prédéterminé, ou enfin il y a des gens qui vont au théâtre et qui finalement n'évoluent pas dans ces métiers-là, ou enfin et qui aussi évoluent dans ces métiers-là. Enfin, il y a plein de parcours différents. Je pense que il faut trouver un moyen de faire ce qu'on veut d'une manière ou d'une autre. Et puis oui, la seule chose que peut-être je regrette, et encore non, je le regrette pas, mais c'est peut-être d'avoir eu à partir de mes 16 ans, en fait, de pas avoir eu beaucoup, à part justement, quand même, c'est quand même génial, mais sur le tournage, mais de pas avoir beaucoup évolué dans des endroits comme ça, en groupe, où on crée, voilà, il y a des moments où vraiment je sentais, c'est comme si je me sentais un peu brimée. Bah déjà, je travaillais, j'étais bon, bah voilà, super, mais c'est pas que j'ai pas envie de faire ça de ma vie, mais j'ai pas envie de faire ça de ma vie. Donc tu te dis, mais est-ce que vraiment je vais faire ça? Parce que la réalité dans laquelle t'es, c'est pas ça. Donc c'est comme si t'avais le sentiment de t'éloigner de tes désirs, alors que maintenant que j'y pense, non. Mais ouais, j'aurais aimé, enfin voilà, j'aimerais avoir plus de temps pour évoluer, tout simplement, dans l'univers dans lequel j'ai envie d'évoluer. Moi, je trouve quand même que c'est une histoire digne de Hollywood, hein, parce que attends, tu reçois déjà c'était ton rêve quand t'étais petite. Tu reçois cette lettre dans ta boîte aux lettres. Ça paraît dingue. Enfin, c'est quand même une rencontre avec ton destin. Je trouve ça hyper fort comme histoire. Toi, quel regard tu portes sur cette histoire-là et sur ton parcours jusque-là? Bah en fait, au jour le jour, je suis un peu dans un mode bon, c'est quoi la prochaine étape, un peu comme tout le monde, où je vais. J'ai des buts, des aspirations, et parfois je m'impatiente. Et puis souvent même je m'impatiente. Mais déjà, je suis reconnaissante d'avoir pu faire ce que j'ai pu faire, d'avoir
pu voir certains endroits, d'avoir rencontré des gens. Ça m'a beaucoup nourri, tu vois, ces échanges, ces rencontres. Et puis ouais, à chaque fois que j'ai pu, que ce soit un petit projet ou un grand projet, à chaque fois, j'ai ce sentiment-là que je suis à un endroit où ça me plaît d'être. Parce que et ça, en fait, ça peut rejoindre d'autres thématiques, parce que c'est ce sentiment-là de se sentir utile, écouté, et tu vois, autour d'un but commun, autour d'une œuvre, il y a une réelle énergie qui nourrit vraiment, tu vois, plutôt qu'être chez soi et de bader et de se dire je suis bonne à rien, parce que en fait, clairement, quand tu te confrontes pas à faire quelque chose, bah tu fais rien. Et en fait, je pense que de toute manière, l'humain, il est dans sa conception même, il est pas, on n'est pas des arbres, on n'est pas enracinés comme ça et on bouge pas, et c'est notre vie, tu vois. On a des membres qu'on doit mettre en mouvement, on a un cerveau. Et forcément, de toute façon, c'est scientifique, tu vois, tu restes 3 jours dans ton canapé, et à un moment donné, tu commences à bader, quoi. Il y a un truc psychique qui se passe, qui est pas agréable, et c'est un truc limite d'urgence, de survie. Il faut se lever, il faut penser à faire quelque chose. Déjà pour survivre et se nourrir, mais au-delà de ça, quelque chose qui fait qui a du sens. Mais même si c'est, ça me rappelle le film dans lequel j'ai joué, parce que ça parle beaucoup de ça, mais même si c'est concevoir une table, tu vois, revenir à ce truc-là, de se dire ok, je vais faire ça, et je vais faire une belle table, et les gens, ils vont l'apprécier, ils vont peut-être vouloir l'acheter, et je vais interagir avec d'autres personnes, et c'est juste ça, tu vois, c'est juste ce chemin-là dont je suis reconnaissante. Et même si il y a aussi, en tout cas, tu me dis comment moi je le perçois, c'est surtout au quotidien, tu vois, que je peux peut-être me rendre compte ou pas, tu vois, de mon chemin. Donc j'essaye d'être reconnaissante, de me rappeler quand même que il y a plein de choses positives qui me sont arrivées, il y a plein de choses positives qui existent autour de moi. Et puis il y a ce truc de se dire qui quand même qui existe beaucoup dans ma psychologie, de se dire il faut que je m'en sorte, quoi. Il faut que je m'en sorte. Après, voilà, j'ai pas grandi dans un bidonville, je crève pas la dalle. Mais moi, ma mère, ma grand-mère, tu vois, mes parents, on nous a beaucoup transmis cette injonction de il faut que tu sois quelqu'un, au sens de il faut que tu sois indépendante, il faut pas que tu dépendes d'un mec, il faut que tu sois quelqu'un. Et tu vois, je pense qu'il est né du fait que elles ont eu quand même à un moment donné ce sentiment de on n'a pas accompli, on s'est pas accompli, tu vois. Donc ça existe beaucoup en moi quotidiennement. Pour elles, ça passait par les études, et elles avaient raison de penser que ça passe par les études. Ça passe notamment par les études, mais pas que. Et je pense que ça m'a beaucoup aidée, tu vois, dans les castings, ça a été vraiment un moteur, tu vois. Il y a pas mal de moments où je me suis connectée avec une histoire presque, je vais abuser en disant politique, mais presque, je te jure, presque. En tout cas, mon histoire est vraiment de la retracer dans un vrai contexte, tu vois. Je suis très souvent reliée, en fait, à l'histoire de ma mère, de ma grand-mère, et du fait qu'il y a des opportunités qui existent, ou qu'en tout cas il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher, et on nous a donné que ce soit même ne serait-ce qu'être allé à l'école, et d'avoir pas de problème de la langue, et comme ma grand-mère a pu avoir, ou d'autres membres de ma famille, et du coup d'arriver, tu vois, et de faire partie d'une classe sociale qui est assez basse, et de vouloir s'en affranchir, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui habite beaucoup en moi, et qui m'a beaucoup poussée. Alors plus jeune, je m'en rendais pas forcément compte, mais depuis quelques années, c'est hyper présent, et c'est même des sujets qui me touchent beaucoup, et même autour desquels j'ai envie de travailler, ou voilà, de participer d'une manière ou d'une autre. Même si tu as réalisé ton rêve de petite fille, c'est quoi tes rêves aujourd'hui ? Je tiens à dire que pas tout à fait, parce que je suis pas chanteuse. Écoute, on peut réaliser ce rêve maintenant. J'y œuvre.
Non, mais déjà, je suis pas encore Une star d'Hollywood. je suis pas encore une star d'Hollywood, mais déjà j'aspire plus à être une star d'Hollywood en soi, mais plutôt déjà continuer à faire des choses qui me plaisent, qui ont du sens, continuer à travailler avec des personnes hyper intéressantes et du coup en apprendre et voilà, enfin qu'on le veuille ou non, on fait partie d'une génération, d'une époque et enfin je veux dire on est que de passage et donc j'aspire pas à révolutionner mon époque ou je ne sais quoi, mais en tout cas à faire des choses qui me plaisent durant mon passage. Et puis j'avoue qu'il y a toujours la volonté de socialement tu vois pas être pauvre quoi. Pas être pauvre, sachant qu'il faudrait apparemment 6 générations pour sortir de la pauvreté. Je suis la 3e génération, donc techniquement c'est pas censé être pour moi. Et du coup voilà, c'est ça, ouais, j'avoue que c'est important, mais je serais pas prête à faire tout et n'importe quoi, des choses qui me plaisent pas, juste pour l'argent. Parce que je sais que ce qui me nourrira le plus, ça sera vraiment de faire des choses qui me plaisent, de travailler avec des gens qui m'intéressent, quoi. Dans ta position, dans la position d'autres acteurs, comment est-ce qu'on fait pour arbitrer entre des rôles qui vont aller dans le sens d'une meilleure représentation de ces minorités et tout simplement gagner sa vie? Bah ouais, justement, surtout que là, gagner sa vie, puis même avoir ne serait-ce que le choix, c'est un luxe que tout le monde peut pas se permettre, tu vois, de s'asseoir sur de l'argent, surtout quand t'es plutôt dans un cheminement où de base t'en as manqué, donc t'as très envie de dire oui à tout, et puis après ça relève de chacun, enfin tu vois, c'est un choix qui au final est propre à chacun, mais ce qui est important, c'est juste de pouvoir se dire ok, j'ai le choix. Après parfois on l'a pas forcément, voilà, justement parce qu'il y a cette donnée là qui est pas négligeable. Moi j'ai déjà par exemple j'ai déjà fait de la publicité purement pour de l'argent et pour rien d'autre, clairement. Je sais même pas comment je pourrais le vendre autrement. Non, j'ai fait ça pour... Enfin, forcément, j'ai rencontré... vraiment le produit. Ouais. Forcément. Et puis, je crois que voilà, quand on prête son image pour un produit, c'est clairement pour des intérêts financiers. Mais là où je trouve que ça m'a été plus difficile, c'est des projets purement artistiques, donc qui sont payés, tu vois, qui sont rémunérés. Plus ou moins rémunéré selon le rôle et le projet, mais et où j'ai dû réfléchir à est-ce que j'avais envie de le faire, non pas parce que par exemple moi en tout cas une problématique que j'ai rencontrée, c'était par exemple la mise en scène d'une scène érotique dans laquelle je jouais, et c'est assez délicat parce que réalisé par un homme, donc encore une fois on revient à ce regard qui est, je sais pas si je pourrais dire monopolisé, et notamment sur des scènes comme ça érotiques. C'est assez complexe, je trouve, parce que l'enjeu c'est pas de dire je trouve qu'un homme il devrait pas mettre en scène une scène érotique. Non, c'est juste dans quelle mesure est-ce que moi en tant que comédienne je me sens à l'aise dans cette scène-là et j'ai mon mot à dire ou pas. Et en fait le problème c'est ça, c'est que les femmes de manière générale en vrai, mais là spécifiquement dans la représentation et de rendre au final la femme objet, elle est omniprésente, je trouve, en tout cas dans l'imaginaire collectif. Et en fait, encore une fois, le problème n'est pas est-ce que rendre sensuelle la femme c'est un problème, mais c'est juste le manque de la diversité, tu vois, des représentations, et puis et juste tout simplement avoir le choix ou pas. Pendant longtemps et même encore aujourd'hui, je pense que si tu demandes à pas mal de comédiennes est-ce que elles sont à l'aise avec le fait de jouer des scènes de sexe et de enfin voilà, de se mettre nues ou pas, la plupart elles vont même pas se demander si elles sont à l'aise ou pas, si elles veulent le faire ou pas, mais c'est comme si elles étaient obligées de le faire et comme si c'était une étape obligatoire pour réussir ou je ne sais quoi. Et ça par contre je trouve ça compliqué, et
Et c'est une crainte, tu vois, que j'ai par rapport à l'avenir ou même aujourd'hui. Et tu vois, ce projet, finalement, on n'a pas trouvé de terrain d'entente, on n'a pas pu se faire confiance. Et donc, au final, j'ai refusé, tu vois, de continuer si je me sentais pas à l'aise. Et bah, ça s'est pas fait. Et rien que pour ça, je suis heureuse, tu vois, d'être passée par ce moment-là où juste, je me dis, bah, en fait, j'ai le droit de refuser un projet. Je suis pas obligée de le faire. Même si je peux me dire, tu vois, on s'imagine toujours, peut-être qu'on se dit, bah, ça aurait pu m'ouvrir des portes, machin, ceci, cela, surtout quand t'es pas connu, encore une fois, et que les choix, ils sont aussi réduits. Et bah juste le fait de pouvoir se dire en fait je suis pas obligée d'accepter tout ce qu'on me propose, j'ai mon mot à dire aussi, et puis si j'ai pas envie de faire quelque chose pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie de le faire, et bah c'est ok. Je trouve que c'est assez relié à notre condition de femme, encore une fois de je ne sais pourquoi croire qu'on doit, enfin on doit accepter ce qu'on nous a imposé, tu vois. Je te l'avoue, hein, c'était pas facile, hein. Non, j'ai appelé ma sœur pendant des heures, j'arrivais pas à prendre la décision, je me disais mais attends, en même temps je vais être bien payée. Il y avait plein de paramètres, ouais. Il y a plein de paramètres, et c'est assez éprouvant parce que tu te dis, mais tu vois, déjà la somme d'argent, tu te dis bon, bah j'ai pas forcément envie de m'asseoir dessus. Le projet en plus en lui-même, il était intéressant. Il y avait une scène qui bloquait, on n'arrivait pas à trouver de terrain d'entente, mais en même temps, j'osais même pas dire, tu vois, déjà juste formuler, juste verbaliser les choses, j'osais pas. Et rien que ça, à mesure que je le faisais, ça me donnait encore plus de la force et encore plus de confiance juste le fait d'exprimer, tu vois, les choses. Et alors tu parles donc là tu parlais de ta sœur et des personnes qui étaient là pour toi dans des situations complexes auxquelles tu as été confrontée. Tu as l'air d'avoir une super belle relation avec tes sœurs. Quand tu parles de tes sœurs, ça me fait penser au Pouvoir des Trois. Charmed. Ah bah ouais, c'est une grosse référence, ça, mais c'est vraiment un Ça Charmed. va, c'est encore je suis encore dans le mille, carrément. D'accord, ça va. Ouais, mais grave, parce que quand tu dis mes trois sœurs, moi je vous vois autour du chaudron et tout avec le livre des sorts. Mais pour le coup, on se faisait vraiment des mises en scène genre figées, et d'un coup elle se figeait et tout. Ah énorme, ouais, énorme. Ouais. Comment est-ce qu'on t'a transmis ton héritage culturel, ton autre héritage? Comment ça se manifeste dans ton quotidien, ton rapport à tes origines? Et bah, je suis très fière de mes origines. Et puis, depuis très peu de temps, là, enfin, même limite, depuis quelques jours, j'ai une nouvelle réflexion qui me, qui me sursaute à l'esprit. C'est que, au-delà de dire que j'aurais deux cultures, donc une culture française et culture maghrébine, marocaine, arabe, et je crois, enfin j'ai le sentiment que carrément j'ai une autre culture, tu vois. C'est parce que j'ai pas cette culture de ma grand-mère par exemple qui a vécu l'exil, même ma mère qui a vécu l'exil, donc qui a immigré, et avec tout ce que ça incombe. Alors bien sûr j'ai le sentiment d'avoir un héritage, tu vois, même psychique et culturel, tu vois, de ce qu'elles ont pu vivre, mais j'ai une autre histoire qui est différente de la leur, tu vois. Et ça, j'en ai conscience, et comme je te disais là, je me formule en fait que c'est différent, c'est pas une culture qui est uniquement française. Et puis même la culture française, rien au-delà de moi, je trouve que tu vois, elle évolue, et elle a quelque chose de presque d'unique, tu vois, que dans d'autres pays on retrouve différemment, sûrement. Enfin, quand je pense à d'autres pays, ça dépend des pays, mais en tout cas, j'ai le sentiment d'avoir moi, comme plein d'autres personnes, hein, une nouvelle culture en fait, et qui bien sûr qui est née de ce mélange de cultures. Donc je suis hyper riche de ça, tu vois, d'avoir qu'on m'ait transmis une culture quoi, une culture différente de celle que je connais ici, enfin voilà, que je connais, ouais. Et puis
je me sens hyper riche de ça, ouais, franchement. Et puis c'est ce qui fait que, enfin, c'est mon identité, quoi. Donc je suis assez fascinée par pas par moi-même, mais par par cette culture justement qu'on a ici, qui est encore une fois pas celle de par exemple de cousins que j'ai au Maroc. Et puis enfin, voilà, je me sens très riche de faire partie aussi d'une génération qui a elle-même tu vois, qui hérite d'une culture et qui elle-même va apporter sa trace, quoi, et qui va aussi transmettre à une autre génération autre chose, quoi. Et c'est hyper fascinant, je trouve. Je suis hyper fascinée en fait par déjà par cette culture, voilà. Par la culture marocaine spécifiquement, ou par par les questions autour de l'identité, genre finalement qui on est vraiment? Plutôt celle-ci, plutôt de constater la diversité justement des personnalités et enfin des personnalités, et puis même des sensibilités, que ce soit musicales, artistiques, ou même des opinions, à quel point elles divergent, et qu'en fait elles dépendent pas forcément de tes origines, en fait. Même si bien sûr on peut se retrouver et se rassembler autour du fait d'avoir vécu certaines choses, et du coup peut-être le fait, voilà, que chacun vit ce qu'il a vécu et comment il l'a intériorisé, et comment il se place justement dans cette culture, dans la société, et même dans ses opinions politiques, qui peuvent même évoluer, mais comment il se place. Je trouve ça hyper intéressant, à quel point ça peut être varié. Presque à chaque fois même que je rencontre quelqu'un, en fait, je peux pas m'empêcher déjà de lui poser des questions sur d'où il vient, ce qu'il fait, et même pas pour le caser, vraiment pas, mais juste pour comprendre ce qu'il est. Non, je suis d'accord, c'est hyper fascinant, et c'est vrai que maintenant c'est un peu on a de plus en plus peur que ce soit intrusif, la question d'où tu viens. Surtout quand après ça dépend qui te pose la question et comment on te la pose, ouais. mais c'est vrai que finalement d'où tu viens c'est l'essence même de qui tu es. Enfin, il y a plein d'autres choses qui constituent qui tu es, mais c'est vrai que c'est quand même une composante fondamentale, donc c'est parfois important pour comprendre la personne. Après, est-ce que c'est la première chose qu'on devrait savoir? Je ne sais pas, mais c'est vrai que moi, je suis de nature assez curieuse, donc ouais. Après, c'est pas voilà, on sent quand c'est bienveillant. Enfin, faut que ce soit bienveillant. Est-ce que t'as une chanson, genre pour se motiver Ouais, grave. J'en ai même plusieurs, mais une chanson que je trouve hyper solaire, et qui vraiment, je trouve que l'énergie elle est hyper d'ailleurs ça s'appelle Gracias a la vida, et c'est de comment elle s'appelle déjà, je crois qu'elle s'appelle Chavela Vargas, et c'est trop beau, et c'est l'effet qu'elle a, c'est instantanément je me sens bien, instantanément tu sais, t'as comme un sentiment de, je sais pas, t'es aux Caraïbes, tu vois, il fait beau, tu bois un petit jus frais, tout va bien, t'es en bonne santé, y a pas de quoi être négatif, et ça te donne, enfin moi ça me donne juste envie d'essayer de vivre pleinement cette chanson. Génial. Alors, t'exerces un métier d'image. On est au cœur de cette question de la représentativité, de la représentation. Si on retourne un peu en arrière, qu'est-ce que tu dirais à la jeune Naja pour l'encourager à aller dans cette voie et justement contribuer à changer les choses dans le paysage audiovisuel? Alors, plus jeune, moi, je pensais pas du tout changer les choses dans le paysage audiovisuel. Et même aujourd'hui, encore une fois, ça repose pas que sur mes épaules. Je pense que le collectif, il est crucial. C'est que comme ça qu'on fera évoluer les choses. C'est encore une fois, d'être ensemble et autour
justement d'intention plurielle, parce que il y a beaucoup de choses à développer avec justement différents regards, et que justement les personnes qui pendant longtemps historiquement n'ont pas eu accès à ces métiers-là ou plein d'autres, osent le faire. Enfin, on a besoin des autres pour faire évoluer les choses. On a besoin un peu d'un absolu en fait juste pour y croire. On doit se dire mais en fait c'est possible, vraiment juste c'est possible. Et même si on peut pas prédire par quoi on va passer et les difficultés qu'on va rencontrer. Et voilà, le fait que nos aspirations aussi, elles vont évoluer. Moi, mes aspirations, elles ont carrément évolué. Je continue un peu à me forger, tu vois, ma personnalité, mes opinions, elles évoluent, en rencontrant les autres, en comprenant leur point de vue. Je me dirais, franchement, en fait, c'est ce que je me dis même aujourd'hui, mais c'est juste d'oser être soi, au sens où de pas se renier, tu vois, de se présenter comme on est. Et vraiment, encore une fois, c'est un fait, on n'est que de passage. Les anciens, ils nous disent souvent quand même que la vie, elle est courte. Et vraiment, garder cette idée en mémoire, même si le quotidien, il peut paraître... on dirait qu'il évolue pas, ou on a envie parfois d'être un peu pessimiste ou négatif. Juste, voilà, se rappeler qu'on a un temps imparti et que on le connaît pas, on sait pas encore quand ça s'arrête, mais juste de faire ce qu'on a envie, quoi. Et je me dirais franchement, te brime pas, et je me le dis encore, et ose, juste ose, voilà. Et je pense qu'il y a des choses inimaginables qui peuvent se créer à partir de juste de suivre cette intuition là, quoi. Merci beaucoup, Naja. Merci à toi. Et merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que t'as kiffé ce nouvel épisode. Si c'est le cas, ça me ferait super plaisir que tu lâches une note et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify. Ça me permet de faire vivre le projet. Pour continuer à suivre les pas de Naja, je t'invite à la retrouver sur Insta, @naja_. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. En attendant, tu peux m'écrire sur Instagram et TikTok, @l'escalierpodcast, si t'as des questions ou un héros à me recommander. Et surtout, reste motivé et continue de monter.